Je crois qu'aujourd'hui, pour l'ouverture de la saison, nous accueillons François Dubé, nous faisons le sale comble. Alors, pour dissiper tout de suite votre curiosité, je vous annonce que les deux classes que nous avons parmi nous et qui rajeunissent un petit peu la moyenne d'âge de la PAC sont issues du lycée Gétroport. Aujourd'hui, nous recevons François Dubé. Alors c'est un sociologue qui est périgourdin, et je dirais quand on a un périgourdin qui est de stature nationale, voire plus, c'est pas quand même tous les jours que nous recevons une personnalité née à Périgueux et qui passe parfois sur les ondes de France Culture, par exemple. Alors, je dois dire qu'il ne fait pas, ses analyses sont percutantes, il ne fait pas de, je veux dire, il analyse les choses avec lucidité et il ne fait pas toujours de cadeau à la façon, à l'école en France, mais après tout, il y a aussi, il ne faut pas non plus tout détruire, on dira qu'il y a quand même aussi des potentialités dans l'école, en général, dans l'école en France, hein, mais il apporte certaines critiques, notamment concernant la façon dont c'est traité avec une apparence soi-disant d'égalité. De fait, on s'installe dans des formes d'inégalité. Je crois que c'est un petit peu son leitmotiv. Alors, donc, je laisse la parole maintenant à François Dubé. Bien, merci. Merci beaucoup. Je constate qu'il suffit d'organiser une rencontre un jeudi après-midi pour qu'il y ait soit des très jeunes, soit des retraités, et qu'il manque quand même une grande partie de la population dans la travée, celle qui aurait moins de 60 ans et plus de 20 ans, qui doit être occupée à autre chose, notamment à travailler. Voilà. C'est comme ça d'ailleurs qu'on crée des inégalités sans le vouloir. On fait une réunion jeudi après-midi et de fait, une grande partie de la population, sans que ça ait été décidé, n'est pas là. Et la plupart des inégalités, d'ailleurs, se produisent comme ça, c'est-à-dire que personne ne décide de les produire, mais elles résultent la plupart du temps des choix que l'on fait, et qui sont des choix rationnels, discutables, et non pervers. Alors je vais parler des inégalités garçons-filles à l'école en tenant, je vais vous demander de m'excuser, un raisonnement qui est un peu compliqué. Parce qu'aujourd'hui, sur ces questions-là, on souffre d'idées excessivement simples, pour ne pas dire simplistes. Je ne peux pas faire comme s'il n'y avait pas des manifs qui réunissent, quoi qu'on en pense, des centaines de milliers de personnes, c'est-à-dire beaucoup plus que les manifs du camp d'en face. Et qu'il faut bien quand même essayer d'aborder cette question, et en tout cas essayer d'y voir un petit peu clair pour savoir ce dont on parle. Ce qui fait que je vais commencer par un topo un tout petit peu scolaire, mais qui peut intéresser les futurs bacheliers, sur qu'est-ce que c'est que le genre, qu'est-ce que c'est que le sexe. C'est pas très compliqué, mais il vaut mieux savoir ce dont on parle pour ensuite, quand on se disputera, au moins être d'accord sur les termes de nos disputes. Puis, dans un second temps, j'évoquerai très rapidement la manière dont l'école a longtemps traité les garçons et les filles. Il faut savoir que moi qui vous parle, je n'ai vu des filles à l'école pour la première fois que dans ma classe de terminale de lycée. Je crois d'ailleurs qu'il y en a une dont la mère est ici, et que les parents d'élèves et les profs à l'époque avaient été scandalisés parce que ça allait être un bordel généralisé que l'on ouvrait à l'école. Donc il n'y avait pas de musulmans intégristes, tous ces gens étaient des républicains parfaitement, des périgourdins parfaitement républicains, mais l'idée de mettre ensemble des garçons et des filles qui avaient des problèmes d'hormones leur apparaissait quand même une véritable provocation. Donc il y a très longtemps et en même temps il n'y a pas si longtemps, si je peux me permettre. Troisième point dont je parlerai, c'est dans le paradoxe de la situation des filles aujourd'hui, c'est qu'elles réussissent nettement mieux que les garçons à l'école et elles s'en tirent beaucoup moins bien dans la vie professionnelle. Et donc il faut expliquer ça. Et j'évoquerai deux grandes explications. L'une par les stéréotypes, disant
les filles et les garçons ont dans la tête des images qui font que les filles s'en tirent moins bien. Et puis je développerai une seconde hypothèse à laquelle je tiens beaucoup, c'est que c'est peut-être simplement le marché du travail qui crée ces inégalités, plus que les stéréotypes. Je ne suis pas convaincu que le fait de donner aux filles, de leur enlever des poupées Barbie pour leur donner des trains électriques, changerait considérablement les choses. Sur ce point-là, je ne suis pas complètement d'accord avec nos ministres. Autre point que j'évoquerai, ce dernier point, c'est évidemment comment essayer d'agir sur ce problème. Et je dirais à quel point je suis très sceptique sur l'idée que l'école peut tout faire, et en particulier, je ne crois guère à c'est un raisonnement sociologique, je rassure les élèves, je ne crois guère à l'efficacité des leçons de morale. Voilà, pour dire les choses, je ne crois pas qu'on change ce que les gens ont dans la tête, comme ça, en leur expliquant ce qu'il faut penser. Voilà. Si j'explique aux gens que l'idée de Dieu est irrationnelle, ça leur fait une belle jambe, continuer à y croire, et ils ont bien raison. Et ils ont bien raison. Donc je vais reprendre ces points, ça sera un peu compliqué, mais j'espère que j'arriverai quand même à me faire comprendre. Alors, sexe, genre, c'est assez simple. Les mammifères, dont nous faisons partie, je le rappelle, se reproduisent par une dualité sexuelle. Voilà. Je sais pas, les baleines, les lapins, les hommes, les chats et les chiens se reproduisent parce qu'il y a des êtres de nature biologiquement masculin, des êtres biologiquement féminins, et nous faisons partie de cette espèce. Donc il y a grosso modo deux sexes, même s'il y a des problèmes qui ne sont pas négligeables, d'enfants qui naissent dans une certaine androgynie et dont le sexe est difficilement identifiable, mais qui vont ensuite généralement d'ailleurs tomber d'un côté ou de l'autre. Mais grosso modo, on peut admettre comme une évidence qui ne heurte personne que l'espèce humaine est divisée en deux sexes. Voilà, ça n'engage pas beaucoup de partir de cette observation que l'humanité a faite depuis très longtemps d'ailleurs, je le signale. Voilà, il y a deux sexes. Partout, cette dualité, c'est là que ça commence à être compliqué, partout la dualité entre les deux sexes, entraîne une division des activités, du travail, de la culture, des conduites, des représentations, entre deux genres. C'est-à-dire que si le sexe est biologique, le genre est social, le genre est culturel. Autrement dit, toutes les sociétés connues, sur la base d'une dualité sexuelle, fabriquent un genre féminin et un genre masculin. Donc, toutes les sociétés vont, à partir d'une dualité de sexe, fabriquer, de manière spécifique dans chaque culture, d'ailleurs, c'est jamais la même, des filles et des garçons, des hommes et des femmes. Et ça, c'est culturel. C'est-à-dire que on va élever les êtres de sexe féminin pour qu'elles deviennent des filles, et élever les êtres de sexe masculin pour qu'ils deviennent des garçons. Dans toutes les sociétés, c'est pas toujours pareil, mais dans toutes les sociétés connues, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, l'humanité a toujours fait comme ça. Alors, on va par exemple donner aux filles une conception très particulière de leur corps. Aux garçons, une conception très particulière de leur corps. Chez les garçons, on va insister sur les vertus généralement. Les clichés, mais enfin généralement, on va leur dire un garçon c'est courageux, ça se bat, c'est résistant. Une fille c'est doux, c'est fragile, ça se bat pas. On va mettre en évidence des valeurs. Les valeurs des garçons c'est l'honneur, le courage. Les valeurs des filles c'est le care, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire la compassion, la charité, l'aide des autres. Voilà. C'est des modèles culturels. C'est des modèles de genre. Ce n'est pas des modèles de sexe, c'est des modèles de genre, c'est-à-dire de conduite sociale associée, je ne dirais pas découlant, associée à un sexe biologique. Je vais donner alors c'est la célèbre formule, on a l'air de découvrir aujourd'hui des choses formidables, mais après tout, 1949, il y a un très grand livre de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Moi je fais mienne cette formule, j'ajouterai qu'on ne naît pas homme, on le devient. On est fabriqué comme un
petit garçon, on est fabriqué comme une petite fille. Les psychanalystes ajouteraient d'ailleurs des choses qui sont assez non-sens. Les petites filles s'identifient plutôt à leur maman, les petits garçons plutôt à leur papa. Donc les petites filles, on leur donne des poupées, les petits garçons, on leur donne des outils. Voilà. C'est une fabrication sociale et culturelle qui va faire que le sexe va devenir un genre. Ce qui fait qu'il y a des activités de genre qui peuvent être occupées par des femmes, mais aussi par des hommes. Par exemple, quand un homme est infirmier, il a un métier plutôt de genre féminin, associé à des qualités de type féminin. Quand une femme est ingénieure, c'est une femme, mais qui a un métier de genre plutôt masculin. Voilà. Bon, alors, évidemment, on va définir des normes. Un garçon, ça doit faire ci, un garçon, ça doit faire ça. Évidemment, la norme dominante, c'est l'hétérosexualité. Il ne faut pas déconner là-dessus. Hein. Une petite fille, ça doit viser les petits garçons qui doivent viser des petites filles et ceux qui préfèrent les gens qui leur ressemblent. Bon, on les tolère, mais très souvent, on ne les a pas tolérés du tout. Voilà. Donc, ce sont des normes sociales. Il n'y a rien à en dire d'autre. Ça, c'est culturel. D'ailleurs, pendant très longtemps, les garçons portaient aussi des jupes, regardez, les péplums. Voilà. Donc, il se crée une division du travail, genrée. Le vocabulaire est un peu compliqué. Genrée. Il y a du monde féminin, il y a du monde masculin. Généralement, le monde féminin est occupé par des femmes. Généralement, le monde masculin est occupé par des hommes, mais ce n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, on va voir que depuis 50 ans, on a drôlement bousculé les frontières, puisqu'en particulier, beaucoup de femmes occupent des activités de genre, entre guillemets, masculin. Par exemple, flic. Les femmes flics. C'est une activité plutôt de genre masculin qui suppose des imaginaires de acharnement, courage, etc., etc. Voilà. Donc, il y a aussi des hommes qui enseignent dans les écoles maternelles, ce que je n'aurais jamais imaginé quand j'étais gosse. Donc, ils vont faire des métiers plutôt de genre féminin. Voilà. Mais, genre et sexe, c'est pas pareil. Alors, évidemment, tout le problème de cette affaire, c'est que la division du travail social est très organisée par ça. La vie de famille est organisée par ça. Pendant très longtemps, une famille normale, ma famille à Périgueux, c'était mon père, c'était Monsieur Gagne-Pain, et ma mère, c'était Madame au foyer. Voilà. D'ailleurs, ma mère aurait été très très étonnée qu'on lui dise qu'elle était soumise et inférieure. Elle aurait vraiment foutu des claques à quiconque lui aurait dit ça, parce qu'elle n'avait pas du tout ce sentiment, elle avait le sentiment que le monde était ainsi fait. C'est tout. Voilà. C'était comme ça que marchait l'humanité. Dans la plupart des cas, évidemment, ce qui pose un problème, c'est qu'il y a une domination, comme dans la grammaire, excusez-moi, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, cette division du travail genré, ceux qui relèvent du genre masculin, ceux qui relèvent du genre féminin, repose quand même, est à la fois une division complémentaire, mais en même temps, à la fin, c'est quand même le genre masculin qui l'emporte sur le genre féminin, comme dans la grammaire. Hein, quand vous avez plusieurs pronoms, ben à la fin, l'adjectif, vous l'accordez au masculin. C'est lui qui l'emporte, même s'il est tout seul. Voilà, c'est comme ça. Et évidemment, ce qui a posé un problème formidable dans cette affaire-là, c'est qu'à partir de la Révolution française, et de la Révolution américaine, on n'est pas les seuls au monde, je voulais le rappeler, on affirme que tous les êtres naissent libres et égaux. Alors, donc, si on est tous libres et égaux, qu'est-ce qu'on va faire de cette division-là, qui est aussi quand même une inégalité, parce que c'est les hommes qui ont le pouvoir, c'est les hommes qui ont la fortune, c'est les hommes qui ont la puissance, c'est les hommes qui ont l'argent. Les femmes sont plutôt dans la tendresse, la famille, la reproduction. On est tous égaux, mais elles sont un peu inférieures. Et d'ailleurs, notre grande République, en affirmant que tous les hommes naissent libres et égaux, n'a pas pensé aux femmes. Les femmes ont été interdites de droit de vote. On a pu les guillotiner, d'ailleurs, autant que les hommes. Mais à part ça, elles ne pouvaient pas voter. Il a fallu attendre un général catholique conservateur pour donner en 1944 le droit de vote aux femmes. Enfin, c'est pas si évident que ça. Donc,
Quand je dis le masculin l'emporte sur le féminin, on a de très longues histoires là-dessus. Il y a des pays qui nous entourent dans lesquels les femmes pouvaient régner. Isabelle la catholique ou Élisabeth en Angleterre, mais en France, la loi sadique, c'est quand même que quand ça devient sérieux, les femmes laissent la place à leurs frères débiles. Donc, le problème, il est là. C'est que dans quelle mesure le sexe, le genre, nos conduites sont déterminées par notre sexe, ça reste un problème. Ça reste un problème. Il est évident qu'il y a un lien entre le sexe et le genre, mais quelle est la nature de ce lien? D'une part. Et deuxièmement, il y a quand même un genre qui domine l'autre, et c'est contradictoire avec l'affirmation démocratique selon laquelle nous sommes tous égaux. Et longtemps, y compris dans les sociétés démocratiques, les femmes n'étaient pas égales, elles sont devenues égales, et donc plus les femmes deviennent égales, plus elles supportent mal cette inégalité de genre qui les renvoie à une invalidité. Ce qui fait que mes filles sont beaucoup plus égales à leur mari que ma femme n'est égale à moi. Ma mère était beaucoup moins égale à son mari que ma femme n'est égale à moi, mais c'est mes filles qui sont les plus mécontentes. Parce qu'elles ont le sentiment d'être beaucoup plus égales fondamentalement que l'être. Ma mère, on va laisser ma femme du côté, qui est de... Je me sens mal à l'aise. Voilà. Bon. Donc, voilà la nature du problème. Voilà la nature du problème, c'est il y a deux sexes, il y a deux genres, quels sont les rapports entre les sexes et le genre, et qu'est-ce qu'on fait en termes d'égalité, puisque la définition genrée des activités et des conduites est quand même très largement encore une définition inégalité. Voilà. Alors tout le débat actuel, ce qui fait qu'il y a des gens qui manifestent, qu'il y en a qui contre-manifestent, qu'on fait l'ABC de l'égalité, etc., ça vient de quoi? Ça vient du fait que pour les uns, les plus radicaux de la théorie du genre, au fond, le genre est arbitraire, serait arbitraire. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune relation entre le genre et le sexe. C'est-à-dire que c'est un pur effet de pouvoir des hommes que d'imposer des définitions de genre qui ne reposeraient sur rien que la recherche du pouvoir de la domination elle-même. Il n'y aurait pas de déterminisme naturel d'aucune manière. Le sexe ne jouerait aucun rôle. C'est la théorie de Judith Butler, qui est la papesse de cette théorie, et d'ailleurs qui dit, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, qui dit que nous sommes tous queer en réalité, c'est-à-dire que nous sommes tous indéterminés. Bon, moi, j'ai un peu de mal quand je pense au taux de testostérone qui était le mien quand j'étais jeune. Je ne me sentais pas totalement indéterminé, mais bon, peut-être quand même. Mais voilà, c'est des théories très radicales et qui aujourd'hui ont un poids très important dans les débats intellectuels dont je vous conseille, qui sont très microscopiques et quelquefois même un peu ridicules. En tout cas, première position très radicale, le sexe ne détermine rien en termes de genre. Donc on peut abolir les catégories de genre, c'est pas un problème. Vous comprenez? On peut abolir la distinction du masculin et du féminin, puisque en réalité, c'est purement arbitraire, le sexe ne déterminant rien. Ok? Deuxième position, qui est la position de la manif pour tous, la position strictement opposée. Le genre est totalement déterminé par le sexe. La conduite de genre, se conduire comme une fille ou comme un homme, c'est totalement déterminé par le sexe, et le sexe est voulu par la nature ou par Dieu. Je signale d'ailleurs que dire la nature ou Dieu, c'est la même chose, c'est-à-dire ça échappe à notre volonté, c'est l'ordre des choses, et Dieu et la nature, c'est la même. Ce sont deux manières de désigner le fait qu'on n'y peut rien, que c'est comme ça. Donc, pour les gens qui manifestent contre les ABC de l'égalité, ils vous disent c'est un scandale que d'empêcher les petites filles d'avoir des poupées Barbie roses, parce que si les petites filles veulent des poupées Barbie roses, c'est parce que leur sexe biologique voulu par Dieu, surtout par Dieu pour les manifestants, je me demande ce que Dieu a foutu à la fin. Personnellement, je trouve que les obsessions sexuelles de Dieu me fatiguent. Voilà. C'est inacceptable, c'est une atteinte à des lois fondamentales de la nature. Pour les gens qui manifestent, c'est pas des blagues, c'est quelque chose de très
je fais l'hypothèse de leur sincérité. Je veux dire, ils le croient profondément. Ils le croient profondément. Bon. Et évidemment, pour ceux qui disent ça, l'homosexualité ou la transsexualité, ils peuvent les tolérer s'ils sont sympathiques. Mais de toute façon, c'est une aberration. Parce que on enfreint l'ordre du sexe et du genre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, vous pouvez dire, on tolère. Après tout, on tolère un tas de choses, on tolère. Mais ça ne peut pas rentrer dans le cadre de la légalité, de la loi universelle, de la loi du mariage, de la filiation, parce que c'est quand même une aberration. C'est un viol de l'état de nature. Alors ne croyez pas que ce que je décris là, c'est ce que pensait la société française comme allant de soi il y a encore 20 ans. C'est pas qu'on pouvait bien tolérer des homosexuels parce qu'on est sympa, mais bon, faut pas exagérer. Voilà. Tandis qu'évidemment, si je dis les homosexuels peuvent se marier, peuvent adopter des enfants, je dis c'est une sexualité comme une autre, puisque le sexe ne détermine plus la sexualité. Ok? C'est pour ça que j'ai le sentiment de vous troubler peut-être en jouant comme ça, mais si on ne le fait pas, on ne sait plus de quoi on parle. Voilà. La troisième position, évidemment, que je défendrai, moi, c'est une position qui me paraît plus raisonnable et donc à peu près inaudible. C'est de dire qu'il faut conjuguer le fait qu'il y a malgré tout une différence avec le projet d'avoir une égalité. Donc, moi, je défendrai une position qui n'est ni la position radicale, disant au fond, débarrassons-nous de la catégorie de genre parce que c'est arbitraire. Non. Je ne défendrai pas, vous vous en doutez peut-être, la position disant il ne faut pas toucher ça parce que Dieu l'a voulu. Je dirais, admettons qu'il y a à la fois de la différence, qui n'est pas aussi prononcée qu'on le suppose d'ailleurs, et admettons qu'il y a, et en même temps, comment produire de l'égalité. Donc ça, c'était la martingale de départ, c'est-à-dire les règles du jeu de vocabulaire extrêmement simples, mais que je vous demande à cette heure-ci d'essayer de saisir un peu, parce qu'autrement, ça devient très compliqué de savoir de quoi on parle. Alors si je vais maintenant vers l'école traditionnelle, l'école républicaine traditionnelle, c'est une école qui a accepté totalement le clivage du sexe et du genre. Pour l'école républicaine traditionnelle, il y a deux sexes, et les deux sexes déterminent naturellement deux genres. Et la meilleure manière, et l'école reproduit, c'est une école progressiste, c'est une école, alors je sais que dans ce département, il y a une forte nostalgie des deux instituts de la Troisième République, donc la troisième, de la quatrième, bon. Mais quand même, de ce point de vue-là, l'école républicaine, c'est une école aussi conservatrice que les intégristes d'aujourd'hui qui manifestent. Enfin, je veux dire, on met les filles d'un côté, on met les garçons de l'autre, il ne faut pas qu'ils se voient. On donne éventuellement des institutrices aux petits garçons, mais jamais d'instituteurs dans les villes. À la campagne, on débrouille. Jamais d'instituteurs aux petites filles, parce que c'est ce clivage. On a un foulard dans la tête, si je peux me permettre. Il n'est pas sur la tête, il est dans la tête. Et c'est l'ordre naturel des choses. Quand j'étais enfant, ça me paraissait l'évidence des choses. À l'orgaté, les filles avaient une semaine une blouse rose et la semaine suivante une blouse beige. Moi j'étais à la prof, j'avais une blouse grise. Les petits bourgeois de Bertrand de Born n'avaient pas de blouse. Voilà. Et les filles, elles faisaient quoi? Elles rêvaient des garçons, qui rêvaient des filles, mais ils se croisaient ailleurs. Certainement pas à l'école. Au-delà de ça, donc les adolescents, c'est très intéressant, je m'adresse là à vous, les lycéens qui avaient eu toute votre scolarité mixte. L'autre sexe, on ne le découvre que dans les fêtes, les surbooms, les balles, mais à l'école, il n'y en a pas. Ce qui d'ailleurs, j'y reviendrai, favorise le travail scolaire. Eh oui, parce que quand vous êtes maintenant en terminale, vous n'êtes pas obsédé par ça, mais rappelez-vous au collège l'intensité des conversations où les filles ne parlent que des garçons, où les garçons ne parlent que des filles. Même, ça prend énormément de temps.
Voilà. Mais on sépare les choses là-dessus. Plus important, évidemment, les filles préparent des métiers de filles et les garçons préparent des métiers de garçons. Il y a des sections, le bac que j'ai fait était bac maths technique pour être ingénieur. Il n'est pas question d'imaginer qu'une fille ne soit jamais. Il y a des concours de recrutement de filles et de garçons. Il y a le concours pour être institutrice, le concours pour être instituteur, c'est pas le même. Il y a même deux agrégations de taille, en fait. Des agrégations de filles et des agrégations de garçons. On sépare complètement. Les premières femmes médecins en France, c'est dans le premier quart du siècle, ce sont de véritables héroïnes qui franchissent les lois. Enfin, il y a des métiers fermés aux filles. Et alors, il y a des métiers légalement fermés aux filles et il y a des métiers pratiquement fermés aux garçons. Hein, je veux dire, légalement fermés aux filles, elles ne seront pas policières. Pratiquement fermés aux garçons, ils ne seront pas assistantes sociales ou infirmiers. Sauf infirmiers psychiatriques. Toujours eu... infirmiers psychiatriques, on a toujours cherché des garçons parce qu'il fallait du muscle pour contenir des malades violents. Mais voilà, dans la tête et dans la loi, c'est séparé. Les filles sont préparées à être filles. Dans les collèges, les filles ont des heures de couture et de cuisine, et les garçons ont des heures d'atelier, parce que les garçons, ça bricole, et les filles, ça fait à bouffer. Et au fond, ce monde vit comme ça, et évidemment, les problèmes de la... Alors là, je demande... je suis obligé d'en parler quand même, parler des garçons et des filles sans parler de sexualité, c'est un peu dur quand même. Bon. Mais évidemment, l'avantage de ce système, c'est que tout ce qui relève de la sexualité, c'est-à-dire au fond de l'intérêt que les garçons ont pour les filles et de l'intérêt que les filles ont pour les garçons, qui est assez vieux dans l'histoire de l'humanité, qui n'est pas une invention récente, l'école le met sur la touche. On n'en parle pas, ça n'existe pas, parce que tout simplement, on a créé un monde dans lequel cette question ne se pose pas. Voilà. Donc, notre école républicaine, elle vient de là. Elle vient de là, et dans cette école, les filles sont plutôt très infériorisées, parce qu'elles font moins d'études, parce que le modèle de genre, c'est que les filles devront quand même, pour l'essentiel, trouver un mari. C'est quand même ça, jusqu'aux années 60. Les garçons, il faut qu'ils aient un métier. Si on veut avoir une position importante dans la société, c'est en tant que garçon, c'est pas en tant que fille. Donc c'est un métier, c'est un monde à la fois clivé et très inégalitaire entre les filles et les garçons, même si on ne manque pas d'exemples de filles qui réussissent très brillamment, etc. Mais ça reste une forme d'exploit, d'une certaine façon. Et les parents, d'ailleurs, comme on le disait à l'époque, poussent les garçons et poussent pas les filles, enfin poussent moins les filles que les garçons. Ce monde a disparu. Et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire ce monde dans lequel le sexe et le genre sont complètement superposés et mis dans deux institutions complètement séparées qui visent au fond à reproduire sans cesse ce modèle. Voilà. Pour vous, c'est l'école de vos grands-parents. C'est même pas l'école de vos parents. Pour vous, c'est l'école de vos grands-parents qui ont connu cette école qui reproduit obstinément ce modèle de sexe. Je répète, ça n'empêche pas d'être une école progressiste, laïque, patati patata, mais sur ce plan-là, pas du tout. Sur ce plan-là, ça reste le monde conforme au monde social. Alors, depuis évidemment 50 ans, ça a complètement changé à l'école et dans la société, quitte à choquer, parce qu'aujourd'hui on ne souligne que les inégalités garçons-filles. Bon. Je voudrais dire que dans la société, une tendance absolument incontestable depuis 50 ans, c'est évidemment le triomphe de l'égalité des filles. Bon, je veux dire qu'il faut quand même si les filles, on le verra, sont moins payées, nanani, nanana, si vous comparez la position des femmes dans la société aujourd'hui à ce qu'elle était il y a 50 ans et il y a 100 ans, c'est une véritable révolution que l'accès des femmes à des emplois. Aujourd'hui, les femmes ont un taux d'emploi qui est presque l'équivalent de celui des hommes. Au début du XXe siècle, les femmes sont pour l'essentiel à la maison ouvrières dans des emplois totalement déqualifiés quand c'est la misère. Donc, vraiment, si on regarde les choses d'un peu loin, on peut être extrêmement optimiste. Les filles ont gagné. Les filles ont gagné.
Voilà, donc quand on est un homme et qu'on dit ça, généralement, il y a une féministe dans la salle qui vous engueule. Je vous le dis, mais elles ont gagné. Enfin, ça me paraît incontestable. Les chiffres ont une cruauté sans nom. Les filles ont gagné. Elles ont gagné parce qu'elles accèdent à l'emploi salarié, elles accèdent à une véritable égalité de droit. Je considère quand même que le droit, ça paraît archaïque, mais le droit d'avoir un carnet de chèques sans l'autorisation de son mari ou d'ouvrir un compte en banque, vous vous rendez compte que c'est les années 60. Le droit de divorcer par consentement mutuel, c'est-à-dire sans s'envoyer de fausses lettres d'insultes pour faire croire qu'on se déteste. Le droit de décider d'avoir des enfants ou pas, avec la contraception, c'est des droits incroyables en termes d'égalité. Bon, je ne dis pas que c'est l'égalité absolue, mais quand même, c'est des droits incroyables. Donc, les femmes ont gagné, incontestablement, elles n'ont pas tout gagné, on va y revenir, des grandes inégalités persistent, mais elles ont gagné. Il n'y a plus de professions interdites aux femmes. Il y a des professions auxquelles il est difficile aux femmes d'accéder, mais il n'y a pas de profession interdite aux femmes. Si vous vous présentez à une école d'ingénieurs, on ne peut pas vous dire non, les femmes, on n'en veut pas. On ne peut pas. On n'a pas le droit. Mais vous faites un procès, vous gagnez. Donc, non seulement il n'y a pas de profession interdite aux femmes, mais les femmes ont complètement envahi, entre guillemets, un tas de professions dont elles étaient exclues aujourd'hui. Si vous prenez les jeunes médecins qui font leurs études, c'est très majoritairement féminin. Donc ça veut dire que dans 10 ans, les médecins, c'est des femmes. Bon, les médecins femmes dans les années 50, c'est une sorte d'héroïne unique. Bon, la magistrature. Les femmes magistrats, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, les femmes sont très majoritaires dans la magistrature. Alors, ce qui est amusant, d'ailleurs, je reviendrai, c'est que quand les femmes rentrent dans une profession, les hommes se cassent. Alors, ils se cassent ou ils sont chassés. C'est compliqué. Ils se cassent parce qu'il y a trop de femmes, peut-être, mais ils sont chassés parce qu'ils sont moins bons à l'école au concours de recrutement. Bon. En tout cas, dans l'enseignement, dès lors qu'on a arrêté de faire des concours masculins et des concours féminins, les femmes ont gagné parce qu'elles sont meilleures, elles ont gagné, elles ont raflé la mise au concours, etc. Dans une salle de prof, c'est quand même très majoritairement féminin. Donc, on peut dire, voilà, on a créé de la mixité à l'école, on a ouvert le monde, on a créé de l'égalité, il n'y a pas vraiment de problème. Les femmes restent des femmes, les hommes restent des hommes, mais les femmes ont gagné. Voilà, donc c'est le raisonnement optimiste. C'est d'ailleurs le raisonnement qu'on a tenu, je dirais, jusqu'aux années 80, qui était une sorte quand même d'optimisme. On était un peu sur ce scénario. Quand on regarde de plus près, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Évidemment, les femmes ont gagné. C'est-à-dire, si je compare sur la période historique longue, période pour un historien extrêmement courte, un quart de siècle, c'est quand même rien, c'est un peu plus compliqué. D'abord, très étrangement, on va revenir au genre, la définition de genre des activités professionnelles n'a pas faibli. C'est-à-dire, les femmes sont montées dans les mondes professionnels, mais la division des métiers professionnels en tant que métier masculin et métier féminin n'a pas faibli, voire elle s'est renforcée. Aujourd'hui, il n'y a que 20% des métiers qui sont des métiers dans lesquels il y a entre 40 et 60% d'hommes ou de femmes, c'est-à-dire des métiers dans lesquels il y a une certaine mixité. 20% des activités professionnelles, en fait, sont mixtes. Les 80% qui restent sont très majoritairement masculins ou très majoritairement féminins. Donc, premier constat, les femmes montent dans l'activité professionnelle, mais le clivage de métiers masculins et de métiers féminins ne bouge pas. Je dis bien de genre, parce qu'il peut y avoir des êtres de sexe masculin dans des métiers féminins et des êtres de sexe féminin dans des métiers masculins. Et il n'y a que 20% des métiers où ça ne compte pas, parce que c'est à peu près autour de 50-50. Donc ça, c'est quand même très troublant. Au nom de l'égalité, les femmes rentrent dans la vie professionnelle, mais le clivage sexuel, le clivage de genre, pardonnez-moi, lui, ne bouge pas. Deuxième constat, alors, je répète, quand un métier se féminise, les garçons s'en vont.
Deuxième constat, les femmes se heurtent au plafond de verre. Le plafond de verre, c'est quoi? C'est que quand vous êtes entré dans le métier, vous avez des carrières. Et on s'aperçoit que pour les femmes, il est beaucoup plus difficile d'accéder au poste de responsabilité que pour les hommes. Alors pourquoi plafond de verre? Parce qu'il n'y a aucune règle explicite qui dit que c'est pas fait pour les femmes. En général, on explique très bien l'effet plafond de verre par les enfants. C'est-à-dire une femme sans enfant se heurte très peu au plafond de verre. Mais une femme qui a des enfants se heurte au plafond de verre parce que sa disponibilité professionnelle est beaucoup plus faible à cause de la responsabilité des enfants. Et quand le ménage arbitre, il arbitre plutôt en faveur du type. Il dira que c'est toi qui iras aux réunions le soir et moi je m'occuperai des gosses. C'est pas. Voilà. Donc les femmes, montre-moi par exemple, à l'université, pour prendre cet exemple qui n'est pas l'endroit le plus scandaleux, les femmes sont plus souvent, hommes et femmes, maîtres de conf à parité. Les professeurs, c'est-à-dire le grade au-dessus, il y a beaucoup plus d'hommes. Les présidents d'université, il y a encore plus d'hommes. Parce qu'au fond, c'est une chose que je connais bien, une femme rentre maître de conférence, elle a 30 ans, elle n'a pas fait d'enfant, elle a fait sa thèse à la place. Elle fait sa thèse, et donc son mari, pendant qu'elle fait sa thèse, pendant qu'elle fait des enfants, qu'il l'a fait, se consacre plus à sa vie professionnelle et passe devant. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas... on peut avoir des résultats statistiquement brutaux qui ne reposent pas sur des dispositifs brutaux. Qui reposent sur des... ça c'est pour la disserte de... Ça repose sur des petits arrangements. Voilà. Moi je me souviens avoir interviewé des médecins à l'hôpital qui disaient c'est toujours emmerdant, en milieu de recruter une femme, y compris des femmes médecins, parce qu'il dit à 17h, si elle reçoit un coup de fil à 17h disant les gosses ont de la fièvre, elle quitte le service. Si c'est un homme, il va appeler sa femme pour qu'elle aille chercher les gosses. Oui, non, mais ça fait rire, mais pour le fonctionnement du service, c'est décisif. Si vous êtes malade, préférez l'homme. Hein. Il y a une petite qui ne dit pas je repasserai demain parce qu'il va chercher les gosses à l'école. Voilà. Donc c'est des petits détails. Moi je crois que les grandes inégalités, c'est des petits détails qui s'accumulent. C'est ce que, pour parler dans le disserte de côté disserte, c'est ce qu'on appelle des effets agrégés. Hein, des petits effets qui s'accumulent. Et à activité égale, les femmes sont moins payées que les hommes. Alors, elles sont moins payées que les hommes, probablement parce qu'il y a des 1000 manières de créer de la discrimination, mais pour l'essentiel, 80% de la différence de salaire à qualification égale entre un homme et une femme s'explique par le temps partiel. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes travaillent plus à temps partiel, réel ou subi, mais c'est ça qui fait la différence. C'est pas qu'on paye moins systématiquement une femme qu'un homme, c'est qu'une femme va faire du temps partiel plus facilement. Aujourd'hui, il y a des facilités pour faire du 80%, c'est généralement les femmes qui le prennent, parce qu'elles préfèrent être là, le narcotamine, je ne sais pas. Voilà. Donc, le paradoxe dans lequel nous sommes, c'est que les femmes ont beaucoup gagné, mais pas autant qu'elles auraient pu gagner. Or, scolairement, les filles réussissent nettement mieux à l'école. Là, je m'adresse aux futurs sociologues. Si vous faites une analyse de régression, c'est parfaitement ce que c'est, une analyse de régression, eh bien, la variable sexe, pas genre, là vous comptez pas le genre, vous comptez les garçons et les filles. La variable sexe détermine plus l'inégalité de carrière scolaire que la variable d'origine sociale. Alors, mieux vaut être un garçon riche qu'une fille pauvre, mais mieux vaut être une fille pauvre qu'un garçon pauvre, ou une fille riche qu'un garçon riche. À l'école, la fille réussit toujours mieux que le garçon. Et même quelquefois, mieux vaut être une fille pauvre qu'un garçon riche, quelquefois en termes de résultats scolaires. Donc les filles réussissent mieux à l'école, Bonneau Restablé, allez les filles, Marie Duru, etc. Donc, les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Alors, pourquoi elles réussissent mieux à l'école? Ça, c'est très très compliqué à expliquer. Alors, vous avez des psychologues qui disent que les filles, ce que je suis, j'ai aucune capacité d'arbitrer, mais j'ai des petits-enfants et je l'observe, quand même. Les filles grandissent pas de la même manière que les garçons. On a l'impression que les filles investissent
au départ plus sur des processus cognitifs et les garçons sur des processus moteurs. Autrement dit, les filles, ça réfléchit, les petites filles, ça réfléchit, les petits garçons, ça cogne. Voilà, pour dire à peu près de manière nuancée la différence. Donc elles ont presque un an d'avance en termes cognitifs, les filles. Je m'empresse de dire, pour rassurer les garçons, qu'après, les filles s'intéressent à leur processus moteur, et que les garçons se mettent à réfléchir et quand même vont devenir aussi intelligents que les filles. Mais au départ, il semblerait, mais j'assure rien là-dedans, etc., mais voilà. Comme ce sont des choses universelles, c'est un problème. Vous avez des choses que l'on trouve dans toutes les sociétés. En Chine, au Japon, partout, les filles réussissent mieux que les garçons. Deuxième explication, les filles réussissent mieux que les garçons parce qu'elles sont plus dominées que les garçons. C'est-à-dire que le contrôle social qu'exercent les parents est plus fort sur les filles que les garçons. Les filles, on va plus les surveiller que les garçons. On va être plus exigeant avec les filles qu'avec les garçons. On va les empêcher de sortir plus que les garçons. On va plus contrôler ce qu'elles regardent à la télé que les garçons. Et en particulier, ce contraste de réussite filles-garçons est très accentué dans les milieux populaires les plus traditionnels, dans lesquels les garçons jouissent d'une grande liberté, parce que c'est des petits mecs qui doivent faire leurs preuves rapidement, et au contraire où les filles sont des êtres qu'il faut protéger, garder à la maison, surveiller. Évidemment, là, les filles réussissent très sensiblement plus que les garçons. C'est un stéréotype qui n'est pas complètement faux. Dans la famille maghrébine traditionnelle, les filles sont premières de la classe et les garçons vont en tôle. Enfin, grosso modo, bon, non, évidemment, c'est caricatural, mais... Non, mais on avait fait... Non, c'est pas totalement caricatural. Je vous assure, il y a des enquêtes qui ont été faites dans les quartiers nord de Marseille qui montrent que c'est pas totalement absurde. Les filles ont vraiment de réussite scolaire beaucoup plus forte et les garçons, un engagement dans la délinquance beaucoup plus fort aussi, pour dire les choses de manière politiquement convenable. Il semble aussi que les filles sont plus désireuses de réussir à l'école que les garçons parce qu'elles ont compris, plus que les garçons, que sans diplôme, il était plus difficile pour une fille de s'en sortir. Un garçon peut toujours compter sur une forme de virtuosité physique, de force, de goût de l'aventure, etc. Les filles, moins. C'est des clichés de genre. Hein. Donc les filles ont plus intériorisé le fait que... en tout cas, dans les conduites scolaires, c'est clair, vous prenez dans un collège la distribution des punitions, il n'y a pas photo, les garçons sont collés massivement, les filles quasiment jamais. Voilà. Donc les filles acceptent les règles, ou en tout cas les détournent sans que ça se voit, les garçons beaucoup moins. Donc il y a des modèles de genre, pas de sexe, il y a des modèles de genre, qui sont défavorables aux filles dans la société, mais favorables aux filles dans l'école. Pour dire les choses simplement, le fait que les filles soient soumises dans la société, ça joue contre elles, qu'elles soient soumises dans l'école, ça joue pour elles, en termes de réussite scolaire. D'accord? C'est parce qu'on est plus autoritaire, plus traditionnel avec les filles, qu'au fond, elles réussissent mieux. En même temps, les filières, alors ça c'est les filles qui réussissent mieux, mais en même temps, à l'école, on observe que les filières sont assez fortement genrées. C'est-à-dire que les garçons et les filles ne vont pas s'orienter pareil, et que l'orientation scolaire des filles est plus défavorable en termes de carrière professionnelle que celle des garçons. Alors, premier cas, c'est l'histoire des métiers masculins, métiers féminins. Les bacs S, la science, la technique, la finance, c'est pour les garçons. Les bacs L, la poésie, la littérature, les secrets de l'âme, c'est pour les filles. ES, je vous félicite, vous faites partie de la mixité. Il y a un peu de stats, c'est pour les garçons, un peu de littérature, c'est pour les filles, donc vous vous retrouvez ensemble. Mais quand vous allez dans les lycées techniques et professionnels, là vous êtes dans des mondes que des garçons, que des filles, il y a des classes quasi homogènes sur le plan... Et là, il semble évidemment que l'école a totalement intériorisé les catégories de genre. C'est-à-dire qu'on va pousser les filles vers des filières de filles, et on va pousser les garçons vers des filières de garçons. Et c'est très étrange, parce que comme aujourd'hui les enseignants sont pour l'essentiel des enseignantes, c'est par les enseignantes que passe cette sorte de reproduction
de l'orientation genrée. Voilà. Alors, voilà le paradoxe des filles. Elles travaillent mieux, elles s'orientent moins bien et elles s'en tirent moins bien dans la vie professionnelle. Alors comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Comment expliquer ce paradoxe? Elles travaillent mieux, s'en tirent mieux, elles ont gagné, et pourtant à la fin, cette définition-là va jouer contre elles. Il y a deux grandes explications qui peuvent être alors l'explication qui domine aujourd'hui la sociologie, c'est celle qu'on vous apprend au lycée, c'est du Bourdieu disons, à haute dose. C'est-à-dire, on est fabriqué par le modèle culturel que nos parents nous ont transmis sans le savoir, c'est un habitus qu'on incorpore. C'est vrai. Le problème, c'est que c'est vrai. C'est vrai, pour moi, évidemment, je suis un peu réticent parce que c'est une expression tautologique. Ça veut dire les gens aiment jouer à la pétanque parce qu'ils ont l'habitus de la pétanque. Après, ça crée un problème logique. Mais bon, ça c'est une conversation entre les lycéens. Mais bon, alors le rôle des stéréotypes, c'est vrai. C'est-à-dire que les petites filles sont très précocement, c'est tout l'ABC d'égalité joue là-dessus. Les petites filles sont très précocement orientées vers des modèles genrés de filles. Les poupées Barbie, les vêtements roses, les filles ça se bat pas, les filles ça joue pas au foot, les filles c'est gentil, les filles c'est mignon, les filles ça joue à la poupée, les garçons c'est des brutes, ça fait du mécano, ça joue à la guerre, ça joue au foot. C'est vrai. C'est vrai que les parents et l'école fabriquent. Moi j'étais très frappé à l'école de voir que quand des petits garçons s'approprient la cour de récréation pour jouer au foot et que les filles sont mises dans un coin, aucun instinct n'est vraiment scandalisé et tout le monde laisse faire. Il va de soi que les garçons ont besoin d'espace et que les filles ont besoin de conversation. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les écoles. D'ailleurs, le soir, elles s'envoient des SMS pendant des heures pour commenter les conversations qui se sont déjà très longuement déroulées, alors que les garçons... bon, voilà. Donc, c'est vrai que une des explications de ça, c'est qu'on élève les filles comme des filles et les garçons comme des garçons, et ça reste vrai. Je ne le conteste pas. Ça reste vrai, et à l'école comme ailleurs. C'est pour ça que je signale que ça sera très difficile d'ailleurs de faire que l'école ne fasse pas comme le reste de la société, parce que les enseignants, ils vivent dans la société, les parents vivent dans la société, et que les parents pensent que c'est très bien que leur petite fille ait l'air d'une petite fille, et que leur petit garçon a l'air d'un petit garçon. Quand on leur dit on va faire autre chose, ils disent oh, de quoi vous vous mêlez? Bon, c'est des vrais problèmes. L'habitus, c'est résistant. Hein, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas 3 leçons de morale qui fait que vous changez d'habitus. C'est moi d'abord me convaincre que manger du poisson et des légumes crus tous les jours, c'est bon pour ma santé. Je préfère crever avec du cassoulet. Parce que mon habitus, il est plutôt cassoulet. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà, il faut quand même bien comprendre que c'est vrai, mais que c'est incroyablement résistant. C'est tellement résistant, d'ailleurs, que moi j'avais voulu, ayant eu des filles plutôt que des garçons, ce qui pour un père d'ailleurs est vraiment très agréable, et par intellectuels de gauche, etc., j'ai dit, elles n'auront pas de poupée. J'ai calé, elles ont eu des Barbie roses, tout le monde. Je ne vais pas les faire souffrir pour les libérer. Voilà. Elles ont eu des Barbie roses, et d'ailleurs, depuis, elles emmerdent leur mari, normalement. Donc, je ne pense pas que la poupée Barbie rose ait un rôle aussi déterminant qu'on dit, mais c'est vrai. Deuxièmement, il y a des attentes plus implicites, des modèles intériorisés. Je vous livre cette expérience qui a été faite et qui est extrêmement amusante. Vous donnez, les filles, on a convaincu les filles qu'elles n'étaient pas faites pour les maths. Donc les filles, grosso modo, c'est moi, les filles, on est nuls en maths, et les bons en maths, c'est les garçons. Même s'il y a des médailles de filles, et des garçons nuls en maths, etc., etc. D'ailleurs, je ferai tout à l'heure une remarque là-dessus, pour bien expliquer les choses filles-garçons à l'école. Vous donnez à des petites filles un exercice de 8 ans à peu près, un exercice de mathématiques en leur disant c'est un exercice de mathématiques. Et vous donnez le même exercice aux petits garçons du même âge. Les filles réussissent beaucoup moins bien que les garçons.
vous redonnez le même exercice à des petites filles et à des petits garçons en disant c'est pas un exercice de maths, c'est un exercice de dessin. Les filles réussissent mieux que les garçons. Parce que les filles sont persuadées qu'étant nulles en maths, c'est pas la peine et qu'elles vont déjà échouer. Donc, cette présocialisation de genre qui joue en faveur, qui enferme les gens dans des rôles sexuels, est évidemment extrêmement fort, extrêmement subjective et se manifeste d'ailleurs de manière très profonde. Par exemple, quand les garçons sont malheureux à l'école, généralement ils passent à la violence, au décrochage, les filles passent plutôt à la dépression. Les filles se font plutôt souffrir. Elles prennent des pilules, elles sont mal, elles n'ont pas le moral. Les garçons, ils emmerdent les autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'intéresse plus aux garçons, parce que quand ils souffrent, ils embêtent l'environnement, pas les filles. Alors je voulais dire que quand je parle filles-garçons, pour rassurer, parce que je sens que vous pouvez vous troubler, je parle sociologiquement en moyenne. Quand je dis les filles réussissent mieux que les garçons, ça veut dire en moyenne les filles réussissent mieux que les garçons. Ça ne veut jamais dire que chaque fille réussit mieux que chaque garçon. C'est-à-dire que dans ma classe de 30 élèves, en moyenne, les filles réussissent mieux que les garçons, mais ça n'interdit pas que les meilleurs élèves soient des garçons et les plus mauvais soient des filles. Autrement dit, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que les sociologues sont fatigants avec la réification des moyennes. Une moyenne ne détermine jamais ce qui va vous arriver, vous, individuellement, parce que vous n'êtes pas la moyenne, vous êtes la distribution statistique. Pardonnez-moi, c'est à eux que je parle. Vous êtes la distribution statistique, c'est-à-dire que si les enfants de cadre ont 11 de moyenne, c'est une courbe gaussienne dans laquelle certains enfants de cadre ont 17, certains enfants de cadre ont 3. Si les enfants d'ouvriers ont 10 de moyenne, ça veut dire que certains enfants d'ouvriers ont quand même 17 et que certains enfants d'ouvriers ont 3. Donc, tout le monde a les mêmes chances. C'est exactement comme les statistiques médicales. Vos chances de mourir sont plus grandes, plus vous prenez votre voiture, plus vos chances de mourir en voiture sont grandes. Mais au fond, on n'y croit pas, et on a bien raison, autrement on ne pas notre voiture. Donc, il faut bien comprendre tout ça. C'est-à-dire que ces modèles-là vous décrivent des collectifs, mais jamais des expériences personnelles. Donc, en moyenne, les filles travaillent mieux, en moyenne, les filles sont genrées, en moyenne, elles comprennent moins bien les maths, mais ça ne détermine pas des choses là-dessus. Contre tous ces stéréotypes, il y a des bibliothèques entières aujourd'hui de littérature qu'on appelle le gender studies, des études du genre, et qui montrent que sans cesse, le genre, comme construction sociale du sexe, se reproduit au détriment des femmes. Que sans cesse, alors il y a des études sur l'orchestre, pourquoi les femmes jouent du violon et pas de la trompette, pourquoi et que voilà, chaque fois le montrer, et c'est vrai. C'est vrai. Notamment, évidemment, les études sur le partage des tâches domestiques, que chacun d'entre vous connaît. Je vous raconte un livre très joli pour détendre l'atmosphère, sur pourquoi les femmes se font avoir dans le travail domestique. Il y a un livre qui a une vingtaine d'années, de mes amis, qui s'appelle Kaufman, qui a étudié le linge de famille. J'ai adoré ce livre parce que j'ai eu le sentiment de voir ma propre histoire. C'est l'histoire d'un couple de jeunes, comme vous, intelligents, modernes, égalitaires, pas cliché en tête, vachement bien, vachement égalitaire. Bon. Ils se mettent ensemble. C'est le bonheur, ils partagent tout, la descente de la poubelle, tout. Sauf que le garçon laisse traîner son slip et ses chaussettes sales dans la chambre. Et la fille lui dit, je supporte pas. Et le garçon lui dit, moi, ça me gêne pas. Et à un moment donné, la fille craque. C'est ça le style. Le modèle de genre, elle craque. Elle prend le slip et les chaussettes, elle les lave, et dès lors, c'est foutu. Elle fera la lessive. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est des choses qui se jouent très finement, mais à la fin, ça fait de gros écarts. De même que les pères s'occupent beaucoup des enfants aujourd'hui, mais il n'empêche que c'est les mères qui se sentent responsables des enfants. C'est elle qui programme, qui va s'en occuper, qui va faire la nuit, qu'est-ce qu'on va faire avec les grands-parents pendant les vacances, qui va payer la cantine, c'est elle. Donc, même si les hommes font un effort, il n'empêche, et vous le savez tous,
D'ailleurs, il n'y a rien, on connaît tous ce spectacle du type qui accompagne sa femme au supermarché en poussant le caddie comme une pauvre âme en peine derrière, parce qu'au fond, il n'a plus jamais pris une décision domestique de vie. Et quand il veut en prendre une, il se fait engueuler parce qu'il est tellement devenu incompétent. Donc, vous voyez, ce sont des choses très fines, mais qui créent de très grandes inégalités. Voilà. Donc, le programme ABC de l'égalité, pour dire les choses très rapidement, c'est de dire on va lutter contre ça. On va arrêter les petits chaperons rouges, les poupées Barbie, on va casser tout ça parce que c'est là que se tient le cœur de l'inégalité. C'est ça. Il y a, du point de vue de l'égalité garçon-fille, il n'y a pas à contester. Ça, c'est vrai. Que le petit chaperon rouge, et que le petit chaperon rouge est une petite victime, le petit poussé, il est vachement malin. Voilà, donc on va faire un petit chaperon rouge, c'est une petite fille, etc. Ne vous inquiétez pas. Ben, c'est une louve qui doit se payer le petit chaperon rouge, c'est compliqué. Mais on peut faire ça, on peut dire les contes de Perrault, le club des 5, c'est extraordinaire comme modèle sexuel. D'ailleurs, toutes les filles de Signal s'identifient à Claude dans le club des 5, c'est-à-dire à la petite fille qui est un garçon manqué. Aucune d'entre elles ne s'identifie petite fille un peu gnagna. Voilà. Donc, premier thème, vous avez lu Bourdieu, vous faites des gender studies, vous dites la cause de l'inégalité dans le cerveau des gens, il faut que l'école change ce que les gens ont dans le sang. Je vous dis à la fois, c'est vrai et bon courage. Deuxième explication, qui n'est pas antagonique, mais qui est l'explication, moi, qui quelquefois me conviendrait mieux. C'est qu'il n'est pas exclu que quand les filles s'orientent de la manière dont elles s'orientent, et qui est défavorable en termes de pure égalité professionnelle, elles le font pas tellement parce qu'elles cèdent à des stéréotypes de genre, mais parce qu'elles font un calcul rationnel plutôt bien anticipé. Au fond, les filles se disent je vais vivre dans une famille, j'aurai des enfants. C'est moi qui aurai la responsabilité des enfants. Je vais donc choisir l'activité professionnelle qui est la plus compatible avec ce qui va m'arriver un jour ou l'autre, à savoir avoir des enfants. Quand on demande aux femmes, aux filles, pourquoi elles sont enseignantes, c'est massif. C'est le seul métier totalement compatible avec le fait d'avoir des enfants. Vous avez les mêmes congés, les mêmes horaires de travail. Vous avez 2 années difficiles de crèche. Après, vous partez à l'école avec vos gosses, vous revenez avec. C'est pas un reproche, c'est pas une critique, ça pose des petits problèmes parce qu'elle débauche à 4h30 de plus, mais c'est un calcul parfaitement rationnel. Une femme qui vous dit « je choisis d'être cadre commercial dans une grande entreprise », sait parfaitement que ses gosses deviendront un problème. Et on voit tous dans les filles, d'ailleurs, ces exécutives women qui réussissent magnifiquement leur vie professionnelle. En général, il n'y a pas de mari, il y a 3 bonnes. Parce que c'est la condition de cette réussite extraordinaire. Donc, on peut dire d'une certaine façon que les femmes choisissent moins à cause d'un stéréotype de genre qu'à partir du fait qu'il y a des activités qui sont plus compatibles, je ne sais pas si je me fais comprendre, avec ce qu'on attend d'une vie familiale normale que d'autres activités. En ce sens, ce qui libère les femmes, ce n'est pas de leur faire des leçons de morale, c'est de faire des crèches et des écoles maternelles. Je veux dire que si vous avez une crèche et une école maternelle, si vous avez des horaires de travail compatibles, etc., vous avez des chances que des métiers traditionnellement masculins soient occupés par des femmes, mais tant que vous avez des métiers totalement chronophages et d'autres parfaitement compatibles, on le voit d'ailleurs, je l'évoquais, aujourd'hui, la médicalisation, la féminisation de la médecine en termes de compétences professionnelles ne pose pas l'ombre d'un problème, sauf que ça fait disparaître la médecine libérale dans une large mesure, parce que la médecine libérale se caractérise par le fait que vous n'avez plus d'horaire compatible avec une vie de famille. Vous pouvez pas dire, le malade vous appelle avec une sorte, je suis désolé, moi c'est à 4h30 que je m'arrête. C'est très difficile. Et donc, vous avez comment dirais-je, peut-être que ce qui détermine aussi largement les différences d'orientation des filles et des garçons, c'est pas simplement les clichés qu'on a dans la tête, c'est peut-être des anticipations professionnelles. Dans ce cas,
peut-être qu'il est moins important d'agir sur les stéréotypes de genre que sur le marché du travail. Je veux dire que je vais donner un exemple. C'est pas, si vous voulez, si je veux que les femmes soient ingénieures, c'est pas en leur bourrant le crâne, on peut le faire, leur dire que c'est un métier vachement bien pour les femmes, c'est peut-être en faisant que ce métier soit compatible avec la vie de la majorité des femmes, c'est-à-dire 2 enfants, un mari, entre 30 et 40 ans. C'est pas parce que les filles se disent c'est pas un métier de femme, c'est parce que les filles se disent c'est pas un métier qui sera facile pour une femme, ce qui n'est pas exactement la même chose. Donc si on essaie de synthétiser ce que je viens de dire, je vois qu'il y en a qui baillent déjà, si on essaie de synthétiser ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Si je considère l'inégalité garçon-fille en termes d'inégalité des chances d'accéder aux professions. C'est-à-dire que très souvent on a le modèle en tête, il serait juste, puisqu'il y a 50% d'hommes et 50% de femmes, il serait juste que 50% des présidents soient des présidents, que 50% des avocats soient des avocats, que 50% des enseignants soient des enseignantes, que 50% des ouvriers soient des ouvrières, que 50% des militaires soient des militaires, etc. C'est l'idée, stricte égalité des chances, les êtres humains étant égaux ou bien inégaux de manière aléatoire, c'est la même chose. On devrait retrouver 50% de femmes et d'hommes partout dans la société. Dans ce cas, il est évident qu'il faut combattre les stéréotypes, parce que il faut lever tous les obstacles à cette égalité des chances. Ça pose un problème, en particulier à la mixité scolaire. Là, je m'adresse aux lycéens, non pas en tant que lycéen, mais en tant qu'ancien collégien. C'est que la mixité scolaire, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas affaibli l'identité de genre. La mixité scolaire a probablement accentué l'identité de genre. Moi, je suis très frappé dans les travaux que j'ai faits sur l'école. Alors, je laisse de côté les lycéens pour des raisons que vous connaissez, donc je vais pas insister. Mais quand vous êtes au collège, à l'école élémentaire, le monde des filles et le monde des garçons sont hyper garçons pour les garçons, hyper féminins pour les filles. J'observais des voyages de classe de collège dans lesquels les filles sont devant, il y a tout ensemble, 2 rangs vides et les garçons tous derrière. On ne se cause pas, on ne se fréquente pas. On devient un garçon en se suridentifiant au garçon. On devient une fille en se suridentifiant aux filles. Donc, on n'a pas tout gagné de ce point de vue-là avec la mixité, puisque ne sachant pas gérer la mixité des garçons et des filles, en réalité, à l'école élémentaire et au collège, ça devient encore plus accentué que c'était. Ça n'est qu'au lycée que les garçons et les filles, d'ailleurs je vois votre manière de vous asseoir est très lycéenne, il y a un garçon, une fille, un garçon, une fille. Si on était au collège, toutes les filles d'un côté, tous les garçons de l'autre. Et le garçon qui irait avec les filles se ferait traiter de type vaguement ambigu. Et la fille qui irait avec les garçons se ferait traiter de faible vertu. Donc, c'est pas évident qu'en mettant les garçons et les filles ensemble, on affaiblisse les stéréotypes. C'est même d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui les collèges, c'est même hyper accentué. Ça, c'est hyper poussé. Je ne crois pas là-dessus, si on veut lutter contre les stéréotypes, que les leçons de morale, qui fait que les garçons au collège sont des super garçons et les filles des super nanas, la leçon de morale que fera le prof avec les cahiers de l'égalité 1 heure par semaine en leur disant que c'est pas bien, je crois que il pourra toujours causer. Je crois qu'il faut apprendre, que l'école doit apprendre progressivement aux garçons et aux filles à vivre ensemble. Je le dis nettement, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des activités qui peuvent être séparées, des activités qui peuvent être communes, qu'on doit créer des occasions de s'apprendre à se parler. Or, notre monde scolaire est un monde, je lui fais ce reproche, le monde scolaire français, c'est un monde scolaire français qui ne s'intéresse pas à l'éducation, qui considère que l'éducation, la cour de récré, les couloirs, ce qui se passe avant l'école, après l'école, c'est du sale boulot. D'ailleurs, avec la réforme du rythme scolaire, on s'est débrouillé à le confier à d'autres. C'est vrai que c'est un boulot tellement ignoble qu'on va le confier à des animateurs sous-payés. Dans d'autres pays barbares,
qui nous entourent considèrent que l'éducation, c'est fait partie du boulot des enseignants, et que par exemple, la discipline dans un collège, c'est pas l'affaire du CPE, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, si on veut que les garçons lutter contre les stéréotypes, je ne crois pas qu'il faille faire des leçons en disant pas de Barbie et pas de train électrique. Je crois qu'il faut apprendre les garçons et les filles à vivre ensemble de manière à peu près civilisée. Je pense d'ailleurs qu'on n'est pas obligé de le faire tout le temps. Moi, j'ai assisté à des séances de piscine en 4e. C'est un supplice absolu. Les garçons ont des boutons d'acné dans le dos, crèvent de honte. Les filles sont toutes persuadées qu'elles sont ou trop grosses ou trop maigres. Tout le monde ne veut pas y aller. Pourquoi les forcer? Entre nous, cette espèce de supplice indigne. Le prof étant lui-même en survêt et ne mettant pas à l'épreuve son propre narcissisme. Bon, voilà. Donc je crois que on peut lutter contre les stéréotypes de genre, mais je crois qu'on luttera plus efficacement en obligeant les garçons à débarrasser la table à la cantine, plutôt qu'en faisant des leçons de morale, etc. etc. Deuxième explication, donc je ne crois pas à l'abolition du genre, je crois qu'on peut apprendre les genres à vivre paisiblement ensemble, pour faire les choses simplement. Deuxième politique, je crois que plutôt que de lutter uniquement contre les stéréotypes, il faudrait s'intéresser aux positions professionnelles qu'occupent les filles et les garçons. Si on fait l'hypothèse que les filles choisissent des métiers parce qu'ils sont plus commodes pour les filles, et les garçons parce qu'ils sont plus commodes pour les garçons, l'égalité, ça ne consiste pas à faire qu'il y ait 50% de filles et 50% de garçons, ça consiste à faire que les métiers de filles mal payés soient mieux payés. Moi, je ne suis pas scandalisé que les caissières soient des caissières. Et j'ai fait des enquêtes sur les caissières. Ça ne les scandalise pas d'être que des caissières, d'être femmes. Ce qui les scandalise, c'est d'être mal payées. Et on ne gagnerait rien à y mettre 50% d'hommes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le métier du bâtiment, personne n'envisage d'y mettre la moitié de femmes. Parce que c'est très mal payé. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être que l'égalité, ça ne consiste pas à faire que les hommes et les femmes aient la même activité, toujours, mais à faire que les activités de femmes aient le même intérêt, les mêmes revenus, la même dignité que les activités d'hommes. Or, nous sommes dans une situation aujourd'hui où, n'ayant plus le sentiment de pouvoir agir sur la structure sociale, de pouvoir agir sur l'économie, de pouvoir agir sur les relations professionnelles, donc de pouvoir améliorer les salaires et les conditions de travail, on s'est dit, puisqu'on ne peut pas agir là-dessus, on va agir sur le cerveau des gens, en passant au thème du genre et de la discrimination en permanence. Alors, je reste persuadé qu'il faut le faire. Je trouve que les manifestations disant il ne faut pas enseigner l'égalité garçon-fille à l'école sont absolument insupportables, voire ignobles. Mais il n'empêche que l'inégalité garçon-fille, c'est un tout petit peu plus compliqué que les histoires de poupées Barbie et de contes de Perrault, et qu'il faut regarder pas simplement ce qui se passe avant l'école et dans l'école, mais ce qui se passe après l'école, parce que c'est avec ce qui se passe après l'école qu'on pourrait comprendre comment les gens agissent dans le système scolaire.